Les taux de la Banque d'Israël en septembre vont probablement baisser. Et la chute du gouvernement Bayrou ainsi que les problèmes sociaux en France font peser l'incertitude sur l'avenir économique de la France concernant les retraites, l'euro, l'épargne et de façon générale tout ce qui concerne les franco-israéliens. L'économie, en général, en dit long sur notre vie quotidienne. Alors, cette chronique économique, menée avec brio par le docteur Daniel Guggenheim, ici présent. Bonjour Daniel. Bonjour. Eh bien, nous permet d'aborder différents sujets. Alors, aujourd'hui, nous allons parler, bien sûr, de la chute du gouvernement de M. Bayrou en France et des conséquences sur ceux qui veulent faire leur alia, de la querelle entre le ministre des Finances israélien et le directeur de la Banque d'Israël, aussi des chiffres publiés par l'Institut des statistiques concernant les difficultés économiques des réservistes. Et puis on parlera bien sûr d'une start-up, comme on aime à le faire chaque semaine, qui cartonne au Nasdaq et qui est bien présente dans notre vie quotidienne. Voilà pour les sujets. Alors on va commencer ce matin, Daniel, avec le ministre des Finances israélien qui menace le directeur de la Banque d'Israël. C'est un vaudeville là en ce moment. Ça va pas du tout. Qu'est-ce qui se passe, Daniel? Oui. D'abord, il faut donner le cadre. Cette déclaration de Smotrich, du ministère des Finances, a été donnée dans une conférence devant les patrons. Et les patrons sont toujours, et c'est normal, les chefs d'entreprise, très inquiets et très gênés par la hauteur du taux d'intérêt de la Banque d'Israël. Il faut rappeler ici que le taux d'intérêt de la Banque d'Israël est à 4,5%, et ce qu'on appelle le prime, c'est-à-dire les premiers prêts aux banques en général, sont à 6%, puisqu'ils se prennent un écart, et c'est beaucoup et c'est dur et ça freine en partie les investissements, c'est évident. D'un autre côté, Smotrich, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il voit, point de vue du budget? Il voit là que même maintenant, on a eu les chiffres du mois d'août, que le déficit budgétaire d'Israël, malgré toute la guerre et avec l'Iran et tout ce qui se passe, a encore baissé. On est maintenant plus qu'à 4,7%. Donc, alors qu'on était à 4,9% le mois d'avant. C'est encore mieux. Qu'est-ce qui se passe? Les recettes fiscales de l'État ont augmenté dans la même période, si on regarde par rapport à l'année 2024, de 17%, ce qui est très, très important. Et donc, c'est ça qui permet ça veut aussi... dire c'est nous qui supportons la charge de tout alors, ça. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé aussi? On en a fait allusion ici. Au mois de juillet et août, les Israéliens ont énormément consommé. 105 milliards de shekels. C'est des records historiques pour ces 2 mois-là, bien que c'était mois connus pour de consommation, c'est quand même énormément. Alors, j'avais rappelé au début de l'année que ce qui se passe, c'est que ce qui a permis ces recettes fiscales et le fait que ça va beaucoup mieux d'un point de vue budgétaire, c'est la hausse de la TVA que bien sûr nous sentons de certaines façons, mais qui quand même est moins dolore qu'un impôt qui aurait été pris sur les revenus ou des choses comme ça. Et ça rapporte énormément d'argent. Je vous ai dit qu'au début de l'année même, le fisc avait reçu beaucoup plus et était gêné des chiffres et se disait comment je peux dire aux gens qu'il faut faire l'austérité alors qu'on voit ça. Et donc ça c'est une chose qu'il voit là. D'ailleurs, on a eu cette semaine aussi une allusion du chef du fisc. Ce n'est pas tellement habituel parce que normalement, le responsable des impôts en Israël donne des déclarations plutôt dures pour dire faites attention, votre devoir encore se serrer la ceinture. Et là, il a dit ce que je vois, c'est qu'on pourra faire des allègements fiscaux. Il parle du budget 2026 qui n'a pas encore été donné. Et son allusion, à mon avis, d'après ce que la presse dit, il s'agit des tranches d'impôts. Vous savez, l'année dernière, alors que ça se fait toutes les années, les tranches d'impôts n'ont pas été indexées à l'inflation. Ce qui revient à augmenter les impôts qu'on paye. Même des gens qui avant ne payaient pas, parce qu'ils ont été augmentés par l'inflation, ont commencé à en payer. Et alors ça, sans doute cette mesure-là serait enlevée. Maintenant, donc ça voudrait dire une diminution des impôts pour tout le monde. Ok. Oui. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? D'après ce que j'ai vu aussi, et ça me semble logique puisque ce qu'on a dit, apparemment ils laisseront quand même le point de TVA en plus parce que ça rapporte énormément et ça permet de ne pas être trop dur sur la population sur d'autres choses. Donc ça va se faire. Maintenant, qu'est-ce qu'il voit encore Smotrich? La chose suivante, il voit d'abord qu'il a fait un accord, le premier accord entre Israël premier accord par rapport aux pays de l'OCDE. Israël est le premier... Par rapport par rapport à tous les pays de l'OCDE, Israël est le premier qui fait un accord avec l'Inde. Maintenant, ça a été cette semaine, pour le futur, pour les investissements, moi chez toi et toi chez moi. Et donc, c'est très important. Ça va ramener aussi beaucoup d'argent et ça va beaucoup encore augmenter la croissance d'Israël. Donc, tout ça, c'est assez important. Et c'est ça qui permet de faire. Dernière chose, bien entendu, ce qui s'est passé cette semaine avec le sur Qatar, qui
peut-être va faire encore plus vite le dénouement de problèmes sécuritaires. Tout ça pourra permettre sans doute un budget moins dur. Maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'il faut dire la vérité. C'est que normalement, à cette époque-là, les ministères des Finances ont déjà présenté à Netanyahou, au Premier ministre, les grandes lignes du budget. Et là, ils l'ont pas fait. Netanyahou leur a dit, pour l'instant, ne faites rien. Au maximum, on vient, les premiers mois de 2026, on va vivre d'après ce qu'on a en 2025, parce que d'abord, il ne sait pas ce qui va se passer avec la guerre, et puis vous savez très bien, enfin, je pose vos auditeurs, ce qui se passe avec les partis orthodoxes, et pour l'instant, il n'est pas sûr qu'il aura les majorités, ce qu'il faut pour ça, donc il attend un peu de voir. En Israël, la politique, comme dans tous les pays, c'est ça qui dirige souvent l'économie. Mais alors, la querelle, l'objet de la querelle, on ne l'a pas dit, parce qu'en fait, c'est le directeur de la Banque d'Israël qui ne veut pas baisser les taux d'intérêt. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit? Répondu à ça, tu me dis que les taux d'intérêt sont trop forts. Il a dit, moi, je veux être indépendant. C'est d'ailleurs accepté Smotrich. Et moi, ce que je veux, la stabilité. Et je vois que l'inflation n'est pas encore maîtrisée en Israël. Mais d'après la plupart des analystes, comme ça avait été prévu d'ailleurs, en septembre, il devrait baisser 0,25%. Quand même, les taux d'intérêt. On en parle. Et peut-être, ça serait aussi une façon de finir la querelle, comme vous dites, avec Smotrich. Bon, alors on espère pour nous, parce que comme ça, les prêts hypothécaires seront moins chers pour ceux qui ont et programmé. De consommation. Et la consommation, bien évidemment, pour ceux qui ont envie d'acheter un appartement, ce sera peut-être le moment, il faut attendre septembre, alors a priori. Enfin, fin septembre. On continue avec une info qui intéresse beaucoup ceux qui projettent de faire leur alia, qui vivent en France, qui ont la nationalité française. Est-ce que la chute du gouvernement de Bayrou, donc le Premier ministre français, va avoir des conséquences économiques sur ses futurs immigrants? Oui, d'ailleurs, c'est peut-être aussi déjà des franco-israéliens. Oui. Je sais qu'il y a dans les réseaux sociaux des rumeurs sur, par exemple, les retraites des Français à l'étranger. Est-ce qu'on va les enlever, etc. Est-ce qu'il y aura plus de retraites pour les gens qui seront pas là, ou peut-être même on va baisser drastiquement les retraites en France. Et moi, j'ai eu des téléphones de gens très inquiets à ce sujet, et je peux comprendre puisque c'est leur seule façon de vivre. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous croyez que on va pouvoir continuer à vivre en Israël et recevoir notre retraite? Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, je voudrais ici, en 2 secondes, en étant très très prudent, puisque nous savons pas exactement comment ça va se terminer, mais disons des choses que, à mon avis, vont se passer, des choses qui peuvent se passer. Donc, on va dire la chose suivante. D'abord, concernant une baisse des retraites qu'on a. Il est possible que les retraites, par exemple, comme ils avaient voulu, ne soient pas indexées à l'inflation. Ça veut dire, normalement, les retraites sont indexées à l'inflation et peut-être ils le font pas comme ils ont fait, je crois, 1 ou 2 fois l'année dernière. Mais c'est pas une baisse drastique. Maintenant, je suis pas sûr même que ça passe parce qu'il faut savoir que la force politique des retraités en France est très importante. Je suis pas sûr, point de vue politique sans rentrer, qu'ils feront une telle demande. Et donc, moi, je pense globalement qu'il n'y aura pas de vraiment mesures d'austérité qui seront prises. Je ne sais même pas s'il y aura un budget. On ne sait même pas s'il y aura un budget en 2026. Ce qui risque d'arriver, c'est la chose suivante. C'est que, d'abord, à la fin de la semaine, une des notations, quand on parle souvent, une compagnie de notation, Fitch en l'occurrence, avait dit il y a quelques mois, je note pas la France, je la mets en négative, mais je ne veux pas encore donner de points parce que je ne sais pas ce qui va se passer point de vue politique. Maintenant, vu ce qui se passe, qui n'est pas très encourageant. Il est possible que la note de la France baisse. Et si la note de la France baisse, c'est encore pire qu'Israël parce que beaucoup de caisses de retraite dans le monde entier n'auront plus le droit d'acheter de la dette française. La dette française, d'ailleurs, a un peu augmenté, point de vue des taux d'intérêt, elle est maintenant 3,5% quand ils veulent emprunter sur 10 ans à la France. Il faut rappeler, Israël, par exemple, c'est un peu plus, c'est 4,5, quoi. Donc, c'est quand même, elle paye moins parce que aussi en Europe, le taux qu'on donne d'un taux d'intérêt est moins élevé qu'en Israël. Mais, ce qu'on pense, c'est la chose suivante. Donc, on risque d'arriver à une situation où les taux d'intérêt vont monter assez fort en France, c'est possible, même de 1%, c'est pas. Et donc, une telle chose va encore rendre plus difficile, bien entendu, le remboursement de la dette française, mais également va freiner encore plus l'activité économique en France, qui est déjà très proche de la récession. Et donc, ça, effectivement, c'est un problème. Il peut y arriver? Comme chose, ça, il faut que je le prévienne, c'est que, par exemple, pour les assurances vie, tout ce qui est épargne, en France, il y a une loi, elle s'appelle la loi Sapin 2, qui permet à la France, au gouvernement français, de dire, je congèle. C'est-à-dire, vous pouvez plus prendre votre épargne temporairement parce qu'ils voient qu'il y aurait fuite de capitaux. Ça peut arriver à tout le monde. C'est pour ça que moi, je recommande, et à tous ceux qui m'appellent, même pas seulement moi maintenant, mais encore plus maintenant, à tous les gens qui peuvent, c'est-à-dire qui sont soit franco-israéliens, soit, même qui s'apprêtent à faire leur alia,
vivre en shekel, ça veut dire de se dire d'abord l'euro est très fort, je pense en ce moment, il est à 3,90 par rapport au shekel, surtout par rapport au dollar à 17, et vu cette situation, la France est importante, l'euro peut baisser, d'accord? Et donc, il faut réfléchir en shekel. Vous risquez d'avoir un euro qui soit moins fort plus tard, et également, vous risquez à la fin de l'année, c'est l'économiste Marc Tati qui l'a dit, je ne sais pas s'il a raison, il est toujours alarmiste, qu'on risque d'avoir un contrôle des champs en France, c'est-à-dire de ne pas avoir du tout le droit de sortir de l'argent comme c'est arrivé en 80, donc il faut prendre ça en compte. Donc, je recommande pour revenir à ça, aux gens, s'ils peuvent faire venir leurs économies en Israël. Maintenant, pour ceux qui sont ici, il n'y a aucun problème, puisqu'ils peuvent, on me dit c'est-à-dire, il n'y a aucun problème de principe. Maintenant, je sais qu'il y a des problèmes en France de plus en plus, des gens qui ont des comptes là-bas, qui me racontent. Maintenant, on me demande ci, on me demande ça, on me demande un code qu'on m'a pas demandé avant. C'est psychologiquement aussi. Je déconseille aux gens de laisser l'argent en France lorsqu'ils vivent totalement en Israël. Ça, c'est une première chose. Mais, vu que j'ai dit aussi contrôle d'échange, c'est aussi possible. Maintenant, je dis pour les gens qui veulent faire leur allié en Israël, que vous avez parlé, dans plusieurs mois même, vu cette situation que j'ai dit, alors, il faut savoir qu'il y a une possibilité d'ouvrir ce qu'on appelle un compte d'épargne en Israël depuis la France, tout à fait légal. On peut, en étant touriste, remplir quelque chose de digital, envoyer ici dans des comptes d'épargne qui sont gérés par des grandes causes d'assurance, il n'y a pas de problème. Et donc, on peut déjà se constituer une épargne et en shekel. Donc ça, c'est très très important de savoir ça. Et j'invite tous les gens qui ont des questions à ce sujet, bien sûr, à de vous me consulter. Voilà, à contacter l'équipe de Kalita ou Daniel, bien évidemment. Alors, on va revenir à un sujet israélien. Typiquement, c'est l'analyse des chiffres publiés par l'Institut des statistiques sur les difficultés économiques des réservistes et de leurs familles, bien évidemment. Donc là, on en sait plus. Est-ce que c'est catastrophique ou pas? Oui. L'Institut statistique a publié donc cette semaine, et j'ai vu ça a été repris, surtout dans des organes francophones en Israël, je ne sais pas pourquoi, que il y a des difficultés pour les familles de Milouim, ce qui ne nous étonne pas, point de vue économique. Quel est le chiffre qu'ils ont dit? Un peu plus d'un tiers, 34% des familles de Milouim, de réservistes, disent on est en problème économique. Alors, ça semble important. Maintenant, tout de suite, moi, je veux modérer toutes les choses. Bien sûr, je ne minimise pas le problème, mais j'ai vu que dans des sondages, pas comme l'Institut statistique, mais sondages qui avaient été faits avant il y a quelques mois, se plaignaient 3/4 des gens qui faisaient des réserves de leurs problèmes économiques. Et maintenant, s'il n'y a qu'un tiers qui le fait, ça veut dire qu'il y a moins de problèmes. Il faut voir. Enfin, on peut pas comparer des choses comme ça. Ça dépend comment les sondés ont été interrogés, etc. Il y a tout beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte pour oui, mais moi, je m'aurais pensé, voir que plus d'un tiers, ça peut être, d'un côté, pas quelque chose, c'est pas quelque chose de très important, surtout pour ceux qui les vivent. Non, mais c'est beaucoup. Mais on aurait pu penser plus de 50%, je sais pas, pour vous dire quoi. C'est pas évident c'est pas une situation évidente. Et je veux surtout aussi dire, parce que, qu'il y a un problème surtout, et c'est normal, moral, pour la famille, pour survivre, pour vivre, quand le mari n'est pas là pendant des mois et des mois. Ce que c'est un statistique indique également, c'est que plus on fait de Milouim, plus c'est dur pour la famille, ce qui est évident aussi. Ils disent que là où les gens qui sont les plus touchés, c'est les indépendants. C'est aussi compréhensible parce que même s'ils sont aidés, quelqu'un qui est indépendant, il vit par son activité, s'il peut pas pendant plusieurs mois la faire, c'est évident que c'est très très difficile. C'est ça. Maintenant, et le retour et garder la clientèle et c'est très compliqué. Maintenant, là où encore le problème qu'ils disent, et je le comprends aussi, c'est par rapport aux femmes. Parce que par exemple, les gens qui font des réservistes, ils ont des allègements point de vue universitaire. On leur permet de faire des cours autrement, de faire des examens autrement. Mais ils vont pas permettre aux femmes de le faire. Alors, beaucoup de femmes, malheureusement, de réservistes qui avaient pris des études, ont dû arrêter au milieu parce que ils ont surtout l'organisation de la famille et ne peuvent pas être dehors et dedans. C'est très compliqué. Ça. Et donc ça, je comprends aussi que ça. Un point optimiste qui est de dire, ils disent que il y a 50% en plus de gens qui ont réussi à trouver du travail parmi ces gens-là depuis le 7 octobre. Ça veut dire que, point de vue des emplois, ils y arrivent quand même. Bien entendu, il y a des difficultés, surtout. Moi, je dirais pour celui ou les indépendants pour revenir, ou la femme de ceux qui sont réservistes. Et ça fait aussi des difficultés dans les entreprises parce que lorsque les réservistes reviennent, ils sont un peu déconnectés de ce qui se passe. Et quand on a des postes à responsabilité, c'est pas toujours simple à gérer. Bref, parce que la vie continue, les choses continuent d'avancer, surtout en Israël. Donc vraiment, on les embrasse tous parce que c'est pas facile et ça continue. On a l'impression que le pays,
poursuit sa route, mais la guerre continue sur nos fronts. Voilà. Alors, on continue et on termine avec une bonne nouvelle. C'est une start-up du FinTech qui est cotée à 6 milliards de shekels au Nasdaq. C'est quand même la classe. Alors, on voudrait savoir de quoi et de qui s'agit-il? Oui. Elle est cotée aussi à Tel Aviv. Au Nasdaq, elle vaut 1,8 milliard de dollars et à Tel Aviv, à peu près 6 milliards de shekels. Elle est très présente dans notre vie et pourtant, c'était le titre dans la presse, peu de gens ont entendu son nom. De quoi il s'agit, cette FinTech, justement? Qu'est-ce qu'elle fait? Tout ce qui est, par exemple, les machines qui distribuent des bonbons, des gâteaux, des ratifiments, comment on dit, vous voyez, des snacks. Des snacks, voilà, tout ça. Maintenant, les gens n'ont plus tellement de cash sur eux. Ils ont une carte bleue. Et eux, il suffit ils ont un petit appareil, on met sa carte bleue et c'est eux qui font le lien avec leur petit appareil entre la carte et la compagnie où vous êtes. Donc c'est ça qu'ils font. Ils font aussi pour les machines à laver, etc. Donc c'est quelque chose qui est très présent, même en Israël. Ils ont dit qu'ils ont mis dans 120 pays 1,5 million pour l'instant de machines comme ça, de toutes sortes, comme on a dit, et ils en font 3,5 milliards de transactions de shekels par an. C'est énorme, c'est quelque chose d'énorme. Donc, on voit qu'en vérité, on ne sait pas, mais c'est cette société Nayat qui fait tout ça. Maintenant, ce qui est intéressant pour noter, c'est que d'abord, pourquoi ils veulent l'anonymat, les gens qui dirigent cette entreprise? Parce qu'ils se font pas tellement interviewer, ils disent, on n'a pas envie d'aller dans le restaurant, et tout d'un coup d'être abordé par quelqu'un nous demandant, vous savez, on a tel problème, tel autre. Alors, ils ont dit aussi en curieux pour vous montrer jusqu'à quel point vont leurs sociétés. Ils vont même dans les cimetières vous savez, souvent il y a une habitude de prendre des bougies et de mettre sur la tombe. Et eux, ils ont une machine où on peut faire ça avec et avoir la carte bleue. Le grand problème, c'est qu'il y avait marqué sur l'appareil, comme normalement, merci beaucoup, au revoir bientôt. Et généralement, les gens n'aiment pas revenir tellement au cimetière. Alors, immédiatement, quelqu'un qui a fait ça a envoyé une plainte à la société. Vous avez intérêt à enlever ça. Pour vous dire, elle présente beaucoup plus qu'on le croit. C'est intéressant que cette société israélienne qui a eu l'idée de génie de faire ça. Eux, ils disent qu'ils ont un très, très grand avenir. Ils ont dit à 50 millions d'appareils dans le monde où on a, donc, 50 fois plus qu'ils sont maintenant. Ils ont une augmentation de 20% de leur chiffre d'affaires et ils pensent jusqu'en 2028, ils arriveront à une croissance de 35% par an. Donc, c'est vraiment une société qui mérite le succès qu'elle a. En tout cas, nous, on est contents quand on parle des succès israéliens économiques. En plus, ça nous fait toujours plaisir. Alors, on se retrouve la semaine prochaine, Daniel. Avec plaisir.